Bonsoir à tous. On va vous proposer des témoignages assez rares ce soir dans Complément d'enquête. Témoignages de corrupteurs, de corrompus, de chefs d'entreprise sur des marchés publics, de policiers de la BAC dans les quartiers nord à Marseille. Et pour la première fois, vous allez l'entendre, l'un de ces policiers va nous raconter à visage découvert ce qui se passait vraiment dans cette BAC. Son témoignage est proprement sidérant. On l'écoute tout de suite. La tentation de la corruption, c'est le thème de ce 205e numéro de Complément d'enquête. On arrive à mon ancien travail. La BAC Nord. C'était là. Ici. Vous pouvez rentrer encore dans ce commissariat? Non. Dans ce commissariat, comme ailleurs, je suis wanted. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent ma peau. Voilà, le policier que vous venez d'entendre, eh bien, on va le retrouver sur la longueur. Il va nous raconter ce qui se passe dans cette fameuse BAC des quartiers nord de Marseille. Et ce n'est pas le seul, d'ailleurs, qui a accepté de témoigner. Et puis, on ira aussi voir un entrepreneur de Moselle. Lui en a eu marre des arrangements, des ententes entre petits entrepreneurs. Et il les a dénoncés, ce qui lui a coûté cher. Et puis, nous accompagnerons des chevaliers blancs, des redresseurs de tort, de ces gens, de ces citoyens qui luttent contre la corruption un peu partout en France. Pour parler de tout cela, et alors que Lionel Jospin sort en ce moment son rapport sur la moralisation de la vie publique, eh bien nous avons choisi de nous installer dans des lieux, dans des lieux symboliques comme celui-ci, dans des bars, dans des cercles de jeu, comme ce très beau cercle Clichy-Montmartre, l'un des plus beaux de Paris. Nous recevrons ici Thierry Colombier, c'est un chercheur du CNRS qui travaille depuis des années sur la mafia, la pègre, le milieu et ses moyens de financement. Nous recevrons aussi Florence Plotot. Elle est fonctionnaire et elle a osé un jour dénoncer ce qui ressemblait à ses yeux à des fausses factures. Mal lui en a pris. Et puis le juge Alphen, lui, il sait ce qu'il en coûte de s'attaquer à ces dossiers-là. Mais commençons donc par ce qui se passe à la BAC de Marseille, ou ce qui se passait dans cette BAC, puisque le service a été dissous par Manuel Valls quand il s'est rendu compte que certains de ses membres, de ses policiers, avaient l'air de se comporter davantage comme des voyous que comme des policiers. C'est un reportage de Clément Castex, de David Dameda et de Vincent Buchy. À Marseille, Notre-Dame de la Garde a vu plusieurs de ses policiers devenir des voyous, des ripoux, avec qui cet homme, Sébastien Benardo, a travaillé. C'est la toute première fois que cet ex-flic se montre. Il va nous raconter les coulisses d'une affaire hors du commun. On arrive à mon ancien travail. La BAC Nord. C'est la division Nord, c'est l'hôtel de police des quartiers nord de Marseille. C'était là. Ici. Le traître, c'est comme ça que certains policiers surnomment Sébastien, car l'homme a dénoncé des collègues. Vous pouvez rentrer encore dans ce commissariat? Non. Dans ce commissariat, comme ailleurs, je suis wanted. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent ma peau. Si Sébastien se sent menacé, c'est parce que grâce à lui et à quelques autres, Marseille a vu éclater un des plus gros scandales de la police française. C'était il y a quelques semaines, une quinzaine de policiers arrêtés, menottés et mis en examen. Tous appartiennent à la brigade anticriminalité du nord de la ville. Ils sont accusés de vol, de racket, de trafic de stupéfiants. La récupération de drogue sur des dealers, la récupération de cigarettes, des pratiques de perquisition illégales, tout y passe. Et cela de façon répétée dans le temps. 30 fonctionnaires suspendus et 7 policiers qui dorment en prison depuis plus d'un mois. L'équipe de jour de la BAC Nord a été dissoute. À Marseille, cette brigade, c'était pourtant une institution. Sébastien y a travaillé 3 ans. La BAC Nord, c'était des grands flicards. On était les cow-boys des quartiers nord, quoi. Voilà, on peut le dire, hein. Je veux dire, on est les seuls mecs à rentrer dans toutes les cités. On s'entraîne pour ça, on vit pour ça. Donc voilà, la BAC Nord, c'est ça. C'était le top de la voie publique à Marseille. Voilà. Le terrain de jeu de ces super flics, le voici.
Les quartiers nord de Marseille, les quartiers pauvres. Braquage, deal, règlement de compte. Ici, pour sortir de belles affaires, les policiers font appel à des informateurs, des indiques qu'ils récompensent de façon illégale. C'est de ces pratiques que la BAC va mourir. Sébastien nous propose de rendre visite à l'un de ses tontons, comme il dit, mais il doit être discret. Il faut faire super gaffe que personne ne nous voie. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas mettre sa vie en danger, il faut la protéger. Par la personne, on ne répond pas, voilà quoi. Cette femme a accepté de nous recevoir en caméra cachée. Oui. Il l'appelle Tata. Bonjour. Ça va, Tata. Et toi, Oui. tu vas bien? Allez. C'est grâce à elle qu'il a pu interpeller nombre de malfrats Ouais, du quartier. Le petit, Ouais. un petit black là de 14 Je l'ai vu, ans, là. il travaillait bien à l'école, il était tranquille. Ben maintenant, là, ils l'ont pris. Ils l'ont Ouais. pris pour faire le moteur. Elle me raconte un peu la vie de la cité au jour le jour. Qui est dehors aujourd'hui, qui fait quoi, trafic de stupéfiants, braquage. Elle vit au cœur de ça tous les jours. Et ça c'est utile dans la police ? Ah oui, c'est une mine d'or. Et vous, comment vous les aider ? Ben, quand ils ont des problèmes au sein de la cité ou quand ils peuvent plus s'en sortir à la fin du mois, ben, on tente de les aider au maximum comme on peut. Argent, hashish. À Marseille, les informateurs sont souvent payés avec ce qu'on trouve dans les poches des dealers. C'est légal, tout ça ? Non, c'est pas légal, mais quand vous faites une affaire où vous faites 5 kilos, vous la faites parce que vous avez un indique. Vous la faites pas parce qu'elle vous tombe du ciel le matin en vous levant. Des méthodes efficaces mais illicites qui ont valu à Sébastien de gros soucis. Il a été révoqué, viré de la police nationale pour avoir protégé un petit dealer qui était son indique. Une injustice selon lui, car certains de ses collègues faisaient bien pire, ils avaient détourné ce système à leur profit. Sébastien s'en aperçoit en 2008 avec une histoire de contrebande de cigarettes. Bah, le premier truc, c'est un informateur qui me dit voilà, ce matin, tes collègues ils sont passés et ils nous ont soulagés de 200-300 cartouches et ils nous ont laissés libres. Vous y croyez d'abord ? Non, vous y croyez pas, mais bon, vous êtes policier, donc vous rentrez au service, vous regardez un petit peu si le matin il y a eu des interpellations et finalement vous vous rendez compte que sur le bouquin, il n'y a rien eu quoi. Puis après, quand on vous le dit une fois, quand on vous le dit deux fois, quand on vous le dit trois fois, ben, obligatoirement vous êtes obligé de prêter l'oreille. Dans les rues de Marseille, des dealers seraient dépouillés, des vendeurs à la sauvette volés et laissés libres. Évidemment, personne ne porte plainte, mais Sébastien est révolté. C'est là qu'il se rapproche de cet homme, Omar Djelil. Ça va, monsieur Djelil? Ça va, c'est bien ça. Ça va et toi? Tranquille. Tranquille, ben ouais. Ça se passe. Ça va très bien. Alors, Ce candidat malheureux aux dernières législatives dirige une association de citoyens dans ce quartier de la Porte d'Aix. Voilà 3 années qu'il est seul à crier ce que beaucoup murmurent. l'affaire de la BAC Nord, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, est ancienne. Les anciens déjà du quartier me parlaient de cette pratique locale qui était de dépouiller et de soulager tous les dealers, les contrebandiers. Donc c'est une pratique qui est très ancienne à Marseille. Interpellation classique, et là les policiers, au lieu de faire des fiches de saisie, prennent toute la marchandise, les mettent dans les voitures et relâchent les interpellés. C'est quoi la marchandise? Ah, vous aviez de tout, vous avez sur de la drogue, beaucoup de contrefaçons et le tabac. Alors là, des tonnes et des tonnes de cartouches de cigarettes qui étaient complètement dépouillées des contrebandiers. Omar Djelil alerte les autorités en 2009. La préfecture de police lui répond alors par courrier. Elle a mené une enquête interne qui n'aurait pas permis de corroborer les faits dénoncés. Selon Djelil, c'est clair. Pour éviter les vagues, la hiérarchie aurait décidé de couvrir ses brebis galeuses. Ça va être l'attitude qui va caractériser toute la hiérarchie pendant des années. C'est que celui qui va sortir ça sur la place publique, il est grillé pour sa carrière. Ce que vous dites, c'est que la hiérarchie aurait couvert les mauvais flics? Non, mais elle a couvert, non seulement elle a couvert, elle a cautionné et elle a motivé. Puisque vous donnez un sentiment d'impunité à des policiers. Ils savent que le commissaire est au courant, mais il ne veut pas se prendre la tête. Ben, les policiers, ils font quoi? Ils pérennisent leur déviance. Mais cette affaire de policiers voleurs s'ébruite. En août 2011, sous l'impulsion du ministre de l'époque, Marseille se voit doté d'un nouveau préfet de police, Alain Gardère. À peine arrivé, il lance en secret une enquête minutieuse. La police des polices va poser des micros dans les véhicules
elle va aussi récolter de précieux témoignages de l'intérieur. C'est cette enquête qui va mettre à jour le manège de la BAC. Dans cette affaire, Sébastien n'est pas poursuivi. Il jure n'avoir jamais cédé à la tentation. Comme lui, ils ne sont qu'une poignée à casser l'omerta. Nous avons rendez-vous dans un parking à l'abri des regards. Dans cette voiture, un ancien de la BAC Nord va confirmer les dérapages. Ce que raconte ce policier de ses collègues est effarant. Il y en a qui devaient se faire jusqu'à 1000 € par jour, quoi. Des fois, de la coque, ça monte jusqu'à 12-15 000 €. Hein. Si vous prenez 300-400 grammes, vous la revendez, ça chiffre vite. Hein. Il y a des policiers qui ont revendu de la drogue à des dealers. Eh oui. À des dealers de quartier, soit du Nord, soit du Pourtour-les-Tannebert, quoi. Ils se levaient tôt le matin pour pouvoir aller revendre tout ce qu'ils avaient encaissé peut-être la veille ou les jours avant. Des policiers auraient gagné jusqu'à 1000 € par jour en vendant de la drogue volée. Et selon cet homme, dans la police marseillaise comme dans la mafia, régnerait la loi du silence. Moi, ça fait très longtemps que je suis au courant. À Marseille, tout le monde le savait. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. Mais il fallait rien dire. C'était l'omerta. Pourquoi? Parce que c'est la police et il ne faut pas y toucher. Notre linge sale, il faut qu'on le lave en famille. Pourquoi vous vous cachez? Parce que déjà, d'une, je suis en activité. Et pour ma sécurité. La peur des représailles. Chaque jour, elle torture aussi Sébastien. Il dit être victime de coups de fil anonymes, de menaces, de filatures. Il en est sûr, on lui veut du mal. Voici la rue où il habitait. On m'a cassé mon véhicule 4 fois en pleine nuit, à 4 reprises. On m'a brisé la vitre, tordu la portière, cassé le Neyman, cassé le tableau de bord. Tous les véhicules de la rue ou... Non, que le mien. Qui a pu faire ça? Je sais pas. Ça peut être la BAC. Oui, ça peut être des fonctionnaires de la BAC, bien sûr. Mais c'est quand même des policiers pour faire Non, ça. c'est pas des policiers, c'est un gang. C'est des voyous, ces mecs-là. Vous avez peur pour votre vie? Oui, j'ai peur pour ma vie, mais eux, il faut qu'ils aient peur pour la leur aussi, quoi. Parce que aujourd'hui, je me laisserai pas faire, quoi. Depuis que Benardo a raconté tout haut la BAC Nord de l'intérieur, les ennuis pleuvent. En 2010, sa maison a été cambriolée, vidée. Problème, à l'époque, c'est lui qui tape le procès-verbal et imite la signature d'un collègue. Il le jure, à Marseille, c'est une pratique courante. Mais pour ce faux, il a été sanctionné, suspendu 1 an, dont 1 mois ferme. On me reproche d'avoir fait le rapport d'intervention au nom de mon collègue. Voilà, parce que comme il n'y avait personne qui voulait venir... Vous avez signé à la place? Voilà, j'ai signé à sa place. Dénoncé à son assurance et à la presse, il a même été condamné en justice. Sébastien en est certain, il a été saqué par ses responsables. J'étais dans un cercle vicieux qui fait que tout ce que je pouvais faire depuis 3 ans, du moment où j'ai dénoncé ces faits de la BAC, j'étais l'homme à abattre dans la police nationale. Donc chaque petite erreur vaut une grosse sanction. Depuis, Sébastien Benardo a été révoqué, licencié. L'ex-flic de 36 ans a aujourd'hui quitté Marseille. Entre lui et cette ville où tout peut arriver, il a mis 50 km. Dans cette jolie demeure, il s'est installé avec femme et enfants. Ici, les journées sont bien longues. Sébastien se sent puni. Qu'est-ce qu'on vous fait payer? Le fait d'avoir parlé. Voilà. De ne pas savoir tenir sa langue. Vous regrettez? Non. Je ne regrette pas, non. Je suis comme ça, c'est en moi, je suis quelqu'un de direct et de franc. Je peux pas garder des choses comme ça pour moi. Et je peux pas être le vilain petit canard que eux veulent et me taire, c'est pas possible. Aujourd'hui, Sébastien ne touche plus de salaire. Et pas facile de trouver un boulot car son CV est taché. Chez les employeurs, BAC Nord égale ripou. Pour lui, comme une double peine. À la cave, sont stockés les souvenirs tout frais de sa vie de policier. Ça, c'est quoi, ça? C'est les cuissons de la BAC Nord de Marseille. Ça représente quoi pour vous, ça? Oui, vous avez vu, c'est mis au placard. Outre son attirail, reste à Sébastien un espoir,
celui d'être réintégré. Ces chemises, ces vêtements de policier, vous les remettrez un jour, vous pensez? C'est à Manuel Valls qu'il faut demander ça. On espère toujours, mais bon, après, faudrait que le Seigneur il donne un petit coup de pouce, quoi. Ah, c'est plus que le Seigneur ou le ministre. Voilà, mais c'est plus facile le Seigneur que le ministre parle. Sale histoire pour Sébastien et bientôt pour le ministre, car tout cela n'est peut-être qu'un début. On parle de braquage, d'indiques assassinés à propos de la BAC Nord, les rues de Marseille bruissent. Et la police des polices, elle, continue d'enquêter. Voilà pour ce reportage de Clément Castex et de David Dameda. Et on est toujours ici, dans ce très beau cercle Clichy-Montmartre, qui est aussi une académie de billard d'ailleurs. Avec vous, Thierry Colombier, vous êtes auteur, vous êtes chercheur associé au CNRS et auteur. Votre dernier ouvrage, ça s'appelle La French Connection. Vous connaissez particulièrement le milieu et son économie, puisque vous êtes prof d'économie de formation au départ. D'abord, on est quand même surpris. Quand on entend ça, quand on entend cette façon de parler des policiers, on se dit, mais on est où? On est chez des voyous, on est chez les policiers, on est où? On est à Marseille. Bienvenue à Marseille. Voilà, on est un peu à Marseille. Il est vrai que quelquefois, on ne sait plus qui porte le costume du voyou ou du bandit ou du gangster. Bon, alors évidemment, il est clair que quand on entend un policier raconter dans les détails... Là, c'est surréaliste qu'il raconte. C'est assez surréaliste, c'est vrai, mais bon, depuis 10 ans, on sait que la BAC Nord enfreint la loi, les règles, etc., que c'est constitué un gang. Depuis 10 ans, on le sait? On le sait depuis 10 ans. Ce qu'il raconte, il dit que ça fait des années que ça dure. Bien sûr. Entre guillemets, tout le monde le sait. Tout le monde le savait. Tout le monde le sait. Mais on le voit bien, la hiérarchie couvre apparemment quelques faits ou alors ne veut pas, en tout cas, couvrir sanctionner les brebis galeuses. Vous pensez que la hiérarchie savait? La hiérarchie sait, évidemment. évidemment. C'est comme le Tour de France. Vous savez, tout le monde se dope, plus ou moins. Et puis, à un moment donné, quand il y en a un qui commence à dénoncer le système, tout le monde lui tombe dessus parce qu'il ne faut pas... On est quand même assis là sur... Vous pensez que la hiérarchie policière à Marseille savait que la BAC Nord, des quartiers Nord, avait des attitudes et des comportements de voyous. Bien sûr, mais à la décharge... Et elle ne faisait rien. Évidemment, mais à la décharge de la hiérarchie, il est très difficile de contrôler les backmen, comme on les appelle, car ils sont confrontés tous les jours à un travail qui est très dur, très pénible, nocturne. Et il y a aussi là un mélange des genres, c'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à ces gens-là de travailler avec des indiques. Or, ce n'est pas du tout, au départ, le travail de la sécurité. Vous dites que ce sont des gens qui sont toujours en limite, qui sont borderline, qui sont en limite. Oui, ils sont obligés d'être borderline. Ils ont des méthodes qui sont proches de celles des voyous. Ils le sont obligés s'ils veulent avoir des informations. Pour avoir des informations, il faut avoir des indicateurs que vous allez après rémunérer d'une certaine façon. Et il est clair qu'à un moment donné, lorsque la ligne jaune est franchie, on n'est plus dans du racket comme c'est supposé, mais on est dans l'association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'on travaille tous et on partage les parts égales au nom de la lutte contre la drogue, mais on voit bien là que tout est renversé. Ne jetons pas peut-être la pierre trop facilement sur l'ensemble d'un corps de policiers. Ils sont quand même très très nombreux à Marseille. Et là, on parle d'une trentaine, d'une 7, 8 policiers qui seraient éventuellement, au final, mis en cause. Les choses ne sont pas encore terminées. Exactement, parce que pour le moment, ils sont prévenus, donc ils sont innocents. À l'inverse, vous dites, des policiers doivent avoir des techniques qui sont proches de celles des voyous quand ils gèrent leurs indices, quand ils veulent aller au contact, etc. À l'inverse, est-ce que le milieu, quand ils les voient arriver, ils essayent parfois de les faire tomber? Oui, alors des policiers qui pourraient les gêner, justement. Tout à fait. On pense à l'affaire Néret, on pense à des choses comme ça. Tout à fait. Alors là, on est, pour citer par exemple le grand magnétisme, qui est quand même très important à Marseille, puisque c'est une histoire très longue, effectivement, là, on a des personnalités du grand magnétisme qui portent souvent le costume des hommes d'affaires, d'ailleurs. On ne sait plus trop qui ils sont. Mais néanmoins, utilisent des stratégies, des techniques d'approche pour essayer d'avoir de l'information dans un premier temps et pour, dans un second temps, associer ces personnes-là à leurs affaires. Car il faut... Les associer ou les compromettre? Non, les associer. La finalité, c'est d'associer une personnalité. Il faut imaginer une table ronde, comme vous avez ici au cercle, dans laquelle il y aura des parts pour les uns et pour les autres. C'est comme ça que ça marche. Donc les voyous, au moment, se disent, tiens, on a une cible, ça va être tel homme politique, tel policier important, un haut fonctionnaire, oui. Il peut nous servir, oui. On va essayer de l'associer à nos affaires. Donc on va le faire glisser, comme on dit dans le jargon. Le faire glisser. On le fait glisser. Et puis, s'il se révèle utile aussi, par ailleurs, il a besoin d'avoir de l'argent,
des capitaux, s'il a besoin d'avoir des services, parce que les hommes ont tous des vices, n'est-ce pas? Donc le faire glisser, c'est identifier ses points faibles. Voilà, exactement. Et donc à partir de là, on va pouvoir l'utiliser. Et si la personne se prête à ce jeu-là, évidemment, elle va participer à la fête. Il se prête ou il est contraint et forcé parce qu'on l'a fait tomber, parce qu'on lui a mis une femme entre les mains, parce qu'on lui a donné de l'argent, je ne sais pas quoi. Non, le jeu, justement, c'est du bluff. C'est de faire en sorte que la personne ne soit jamais dans cette position-là. On ne la force jamais. Elle vient toute seule manger à la table. C'est ce qu'on dit au milieu. Elle vient toute seule manger à la table. Et qu'on s'y prend suffisamment. Ah oui, vous avez des personnes qui sont spécialisées. Avec suffisamment de subtilité pour que petit à petit, sans s'en rendre compte, on vienne à collaborer avec le milieu. Exactement. Ça se passe comme ça. Exactement. Merci beaucoup. On va parler aussi de la corruption de ces élus et des chefs d'entreprise avec un témoignage à nouveau rare puisque l'OCDE, qui vient de rendre son rapport en 2012, dit qu'on est assez mal placé, nous, en matière de lutte contre la corruption en France. Donc Tristan Walex, Karine Robillard et Max Pacro sont intéressés à un homme d'affaires mosellan qui, lui, en a eu marre de ces arrangements, de ces petites combines entre chefs d'entreprise pour dégoter des marchés, pour se couvrir les uns les autres. Il a dénoncé et vous allez voir la suite. Pas question de montrer la façade de sa maison. Vous préférez qu'on filme pas trop, hein? Oui, bon, venez, on va les lever, voilà, fermer la porte. Patrick Malik se sent menacé, traqué, des yeux derrière la tête et de quoi se défendre, plein les tiroirs. Donc, tous les soirs, le geste habituel, c'est de le mettre sous l'oreiller. C'est quoi? T1,45. Un calibre 45. J'ai peur pour ma famille. Et à l'extérieur, c'est par là qu'ils sont passés, hein. Un berger belge monte la garde. Bon, n'ayez pas peur, il fait rien. Si je suis là, il fait absolument rien. N'ayez pas peur. Hein. Hey, l'été dernier, chez lui, tu te mets assis là. Il a surpris d'étranges visiteurs. Oui, ils sont montés sur le toit, ils sont passés là, et il était là ou quoi? En treillis et cagoule. Avec les pieds appuyés dessus, et ils ont découpé le joint. Vous voyez, il y a un joint caoutchouc. Ils ont découpé le joint pour pouvoir lever la tôle. Et ils sont partis quand ma épouse a crié. Ils sont partis par ici, à travers la toiture, ils ont pété les tuiles. Hein. Et il a sauté ici en bas. Et voilà la hauteur. Et puis il est parti par ici, et puis après... C'était des cambrioleurs? Pour moi, c'est pas des cambrioleurs. On ne vient pas à 7h15 le matin pour faire un cambriolage. Un dimanche matin. C'était quoi alors selon vous? L'intimidation, peut-être... je sais pas, me menacer à l'intérieur. Pour ce chef d'entreprise du BTP, les malfaiteurs cherchaient peut-être des documents. 2 jours avant cette tentative d'effraction, il venait d'avouer à un juge avoir participé à un vaste réseau de corruption. Depuis 30 ans, Patrick Malik est un spécialiste des travaux de réseaux électriques. Les marchés publics, il en connaît par cœur les rouages, les petits secrets les plus inavouables. Il va nous les dévoiler. Voilà, c'est un marché de 125 000 euros où on a implanté des lampadaires. Un contrat qu'il reconnaît avoir truqué, comme il en avait l'habitude. On m'a demandé 1 500 euros de pot de vin en liquide pour obtenir ce marché. Et vous les avez versés? Et je les ai versés, bien sûr, autrement je n'aurais pas eu le marché. Donc vous êtes un corrompu ou un corrupteur? Un corrompu, si vous voulez. C'est comme ça que ça fonctionnait. Si vous ne faisiez pas ça, vous n'aviez pas de travail, vous ne travailliez pas. Aujourd'hui, Patrick Malik a brisé la règle numéro 1, le silence. Et c'est bien ça qui l'angoisse. Pour rentrer chez moi, pour aller à mon travail, pour aller sur les chantiers, je prends toujours des chemins différents. Selon lui, ces malversations seraient généralisées en Moselle. Je dérange, parce que bon, il y avait un système qui était mis en place et puis où il y avait pas mal de gens qui en profitaient. Je fais une balance aujourd'hui parce que j'ai dénoncé un système mafieux et frauduleux, c'est tout, voilà. L'escroc repenti décrit un réseau bien organisé. Voilà, c'est ici qui se passaient donc les tables rondes. Des tables rondes avec les entreprises du secteur. Des réunions occultes au cours desquelles les sociétés de la région se seraient régulièrement réparties les marchés publics, en toute illégalité. Voilà, ça se passait là, dans cette pièce-là. Voilà. On nous demandait d'être très discrets et d'éteindre notre portable pour pas qu'on puisse nous repérer par la géolocalisation sur les portables.
Donc c'est ici qu'on décidait quelles étaient les entreprises qui devaient avoir les marchés et à quel montant on devait répondre pour couvrir l'entreprise qui devait décrocher l'appel d'offres. Couvrir un concurrent, c'est faire une offre bidon, trop élevée, pour gonfler les prix. Alors le BTP mosellan serait-il gangréné? En France, on estime à 30 milliards d'euros le coût annuel de la corruption dans les marchés publics. À Metz, depuis les révélations de Patrick Malik, la justice s'intéresse de très près aux chefs d'entreprise du secteur. Mais est-ce que vous pouvez répondre peut-être à des questions simples? Mettez votre caméra, je vous la fous par terre, vous êtes Non, mais la mettez pas par terre. Bien peu loquace devant notre objectif, certains ont pourtant avoué aux policiers des arrangements concernant une soixantaine d'appels Vous d'offres. posez des questions sur les pots de vin qui ont été versés dans le BTP? Dans ce bureau d'études, on a admis avoir troqué des marchés contre des dizaines de milliers d'euros de petits avantages. Champagne, stage de golf, voyage, dont voici les factures. Voyage à Kos, week-end à Londres, billets au Maroc. Donc si vous voulez vous sortez, moi je n'ai rien à vous dire, voilà. Mais vous avez accepté les pots de vin, des cadeaux? Même la puissante Fédération des travaux publics, elle aussi mise en cause, reste muette. Plongée au cœur d'une affaire qui embarrasse de nombreux chefs d'entreprise. Vous vous rendez compte, le climat qui règne, on a l'impression d'être plus prudent. Et qui pourrait éclabousser des élus et certains notables. Les patrons bavards sont plutôt rares dans la région. Nous finissons par en trouver un. Après son audition par les enquêteurs, un chef d'entreprise très généreux va se confier anonymement par téléphone. Vous en avez offert quoi pour plusieurs milliers d'euros en tout, c'est ça, hein? C'est ça. Comme Patrick Malik, il remportait des marchés à coups de pots de vin et cadeaux. Une fois, je vous dis, un voyage, je crois que c'était en Italie, un truc en Italie, et puis Disney, ça c'était un autre. Je sais pas, il faut ne pas connaître le monde du travail pour savoir que c'est des pratiques qui se font depuis que le monde est monde. Et puis qu'il y en aura encore dans 500 ans ou dans 1000 ans, il y en aura toujours des gens qui offrent des cadeaux pour avoir des marchés. À vous entendre, on a l'impression que c'est totalement banal quelque part. C'est pas que ce soit banal, je sais que c'est pas bien. Mais quel était votre intérêt à vous? De continuer à faire des affaires. Continuer à faire vivre sa société, c'est aussi l'objectif de Patrick Malik. Donc on arrive au siège de SORSTP. Son entreprise compte encore 14 salariés, mais elle est en sursis. 3 ans. Ici, vous avez le bureau du conducteur de travaux. En redressement judiciaire depuis 6 mois. Faire du Vous business, avez le parking de tout ce qui est engin. pas évident quand on a accusé l'ensemble de ses collègues et que dans le milieu, on est devenu la brebis galeuse. Beaucoup de fournisseurs ne veulent plus me fournir parce que bon, j'ai dénoncé la répression des fraudes, tout ce qui se passait sur les marchés publics. Je suis puni et on fait pression sur les fournisseurs de façon à ce qu'on ne me livre plus pour que je puisse plus continuer à travailler et que je n'ai plus de facturation, donc je serai obligé d'arrêter. Beaucoup aujourd'hui ont des raisons de lui en vouloir, car il ne s'est pas toujours contenté de petites enveloppes. Dans son ancienne entreprise, Patrick Malik est allé bien plus loin. Au printemps 2008, il assure même avoir dû participer à un financement politique occulte. Il aurait signé un chèque de 22 000 euros, destiné au baron local, François Grosdidier, sénateur de Moselle. Je rentre dans le bureau où je retrouve 2 personnes qui sont à l'intérieur. Ces 2 personnes me demandent si j'ai le chèque, je leur remets le chèque. Je pose la question pour qui ça sera. Ça sera pour la campagne électorale de M. Grosdidier. C'était dans les locaux de la mairie de Wappy, chez son directeur de cabinet. C'est là-bas que j'ai ramené le chèque. Et on vous a dit que c'était pour qui? On m'a dit que c'était pour Grosdidier. Les accusations de Patrick Malik sont graves. À Wappy, dont le sénateur Grosdidier est maire, nous rencontrons son directeur de cabinet. C'est lui qui aurait demandé le chèque de 22 000 euros. Voilà le fameux bureau qu'a décrit M. Malik. Mais à l'entendre, toute cette histoire, c'est de la science-fiction. La meilleure preuve de mon côté obscur, c'est mon personnage préféré. C'est Dark Vador, quoi. C'est le côté obscur de la force. Est-ce que vous avez déjà reçu M. Malik dans ce bureau, comme il l'affirme? J'ai souvenir une fois de l'avoir reçu. Je ne sais plus exactement pourquoi c'était. Lui affirme que vous l'avez reçu donc pour lui demander de signer un chèque destiné à M. Grosdidier. C'est complètement faux. Attendez, comment est-ce que moi je peux demander ou ordonner à un chef d'entreprise de signer un chèque? Enfin, pour moi, c'est une folie. C'est bon. Une folie?
sur laquelle pourtant la police enquête très sérieusement. Elle a fini par découvrir un chèque de 2008 bien étrange. En voici une copie. 22 736 €, signé par Patrick Malick et adressé non pas à François Grosdidier, mais à une société, la Sotrap. Où est passé tout cet argent? Nous sommes allés poser la question à cette entreprise de travaux publics qui possède des ramifications en France, mais aussi au Luxembourg. Je ne vais pas vous parler, personne ne va vous parler. On va comprendre. Simplement, où est passé l'argent? Ça sert à rien de me regarder comme ça, je vous dirai rien. Y aurait-il eu un montage financier avec un paradis fiscal? Pour le vérifier, rendez-vous dans l'entreprise autrefois gérée par Patrick Malick, société au nom de laquelle il a signé le chèque. Nous tentons de voir ses anciens associés dans le groupe Brovedani. Seul l'avocat est autorisé à nous répondre. Version officielle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'affaire de BTP concernant Brovedani, et ça c'est clair. Patrick Malick serait un escroc. Il aurait tout inventé. Il n'y a pas de chèque qui émane de quelques sociétés du groupe Brovedani. Parce que lui, il nous dit qu'il a signé ce chèque de 22 000 € et qu'au final, c'était encaissé par Sotrap puis reversé à M. Grosdidier. Mais j'ai pas de lien avec Sotrap, on ne connaît pas Sotrap. Alors, s'il a signé ce chèque, on en aurait une trace comptable. Ouais. Donc on l'a pas retrouvé, ce chèque de 22 000 €, il n'existe pas. Il n'y a pas de trace, il n'y a rien, non, il n'existe pas ce chèque. D'accord, parce que nous, on l'a retrouvé, il est là. Il faut voir la facture en ces cas-là. La facture, les enquêteurs l'ont également récupérée. Selon eux, elle est fausse. Les 22 000 € auraient bien été encaissés, mais contre un chantier fictif. Est-ce que cet argent a servi à financer M. Grosdidier? Ah bah pour moi, non, et clairement, non. Mais il est passé où alors tout cet argent? Il y a 22 000 € qui ont disparu. Je peux pas vous dire. Bon, on a fini, parce que j'ai pas plus de réponses à vous apporter. Hein. C'est embêtant quand même. Allez, on arrête. Soyez sympa, vraiment. Dans leur rapport, les policiers concluent que l'hypothèse d'un financement occulte de la campagne de François Grosdidier est crédible, mais difficilement vérifiable. À l'hôtel de ville de Voipy, nous sommes allés voir le principal intéressé. Ce soir-là, le sénateur-maire organise une réunion publique. Les travaux, ils en ont pour combien de temps à peu près? Si je vous dis qu'il faut 7 mois pour le faire. Monsieur Grosdidier conteste formellement tous les soupçons de la justice et les dénonciations du patron repenti. Bonsoir. Alors que vaut l'honneur de votre visite à une réunion de quartier? J'aurais touché des pots de vin de chefs d'entreprise que je n'avais jamais rencontrés avant qu'ils les citent. Donc, pour ça que je me permets de parler d'affabulation pure et simple. Et que pour l'instant, s'il y a une affaire, soit d'entente, soit de corruption, c'est à la justice de l'établir. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'entente et pas de pot de vin versé. Il n'y en a pas eu me concernant. Bon, point. Je le sais quand même puisque je suis concerné. Seul contre tous, l'homme qui accuse le sénateur aurait-il menti? À Paris, il y en a un qui croit sur parole Patrick Malick. Jean-Louis Masson est sénateur d'hiver droite de Moselle, comme François Grosdidier. Mais entre les deux hommes, la guerre est déclarée. Ce parlementaire dénonce, comme notre chef d'entreprise, des liaisons troubles entre le BTP et des élus de Moselle. Non, à mon avis, dans l'Est, les gens sont globalement honnêtes. Mais il y a toujours des moutons noirs. Pour s'être intéressé de trop près à certaines magouilles, le sénateur Masson dit avoir reçu des menaces. Voilà, bien, j'ai reçu ce mail. Dans ce message, l'enregistrement d'une conversation où il dit reconnaître les voix de François Grosdidier et d'un promoteur. Je ne veux pas qu'on se bouscule, hein, surtout avec le fou de Masson qui écrit à tout le monde pour nous. Les deux hommes projetteraient de s'en prendre à lui. Non mais réellement, hein, parce que si celui-là disparaît, c'est une épine du pied. Moi j'arrive pas, j'ai essayé, j'ai plein de copains, parce qu'on sort de rien. Hein. Chaque fois que j'ai un locataire qui va pas et le mec il y va, il me met 2 claques dans la gueule, il me fait sortir. Mais là quand je lui ai dit que c'était l'autre, il va pas. Ce qui est le plus important, c'est la motivation. C'est non pas une affaire politique, c'est pas une rivalité politique, c'est faire taire quelqu'un qui peut dénoncer des malversations sur Voipy. Et c'est ça qui est grave. Donc je comprends tout à fait, M. Malick, compte tenu des gens auxquels il a affaire, d'être un peu inquiet. Pour François Grosdidier, cette bande sonore serait trafiquée. Nous retrouvons Patrick Malick sur l'unique chantier qui lui reste. Et encore,
il n'est même pas certain de pouvoir le terminer. Si on m'enlève ce marché, c'est fini, je mets la clé sous la porte et puis on ferme. Hein. Pas continuer à se battre contre un moulin à vent. Hein. Et on va aller voir. Dans sa croisade contre la corruption, le patron repenti peut encore compter sur ses salariés. Rester fidèle malgré cette période trouble. Ça c'est M. Razala, le chef de chantier. Il nous a demandé, on fait quoi? On continue ou on... Je dis on continue. Hein. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? J'en dis qu'il y en a un qui a eu des couilles au cul pour dénoncer tout ça, quoi. Dans 2 semaines, tous sauront si leur entreprise doit subir une liquidation judiciaire. Les difficultés financières, les pressions, les coups de fil anonymes. Toute la famille Malik a dû apprendre à vivre avec. Pour l'épouse de Patrick, ça n'est pas toujours facile. Parfois, je me dis, bon, arrête, on arrête tout, on vend tout, on part. C'est clair que j'en ai déjà parlé, mais bon, maintenant, ça a pris une tournure. Et vous êtes optimiste, vous? Je le suis parce que j'ai encore de la hargne et puis je vais aller jusqu'au bout. Hein. Je vais aller jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout. Non, alors viens. Dans 6 mois, Patrick Malik aura droit à la retraite. Mais il dit vouloir continuer à travailler. Jusqu'à ce qu'un jour peut-être, la justice finisse par lui donner raison. Voilà pour ce reportage de Tristan Walex et de Caroline Robillard. Et on est ici dans ce bar assez magnifique de l'hôtel Regina, avec vous, Florence Plotho. Je précise sur cette affaire Malik que pour l'instant, il y a une enquête qui est menée, il y a un juge d'instruction qui a été saisi, qui enquête depuis cet été, mais personne n'a été mis en examen, pas plus M. Grandillier que qui que ce soit d'autre. Alors, cette affaire, vous êtes fonctionnaire dans les Yvelines aujourd'hui, vous étiez avant au Conseil général des Hauts-de-Seine. Quand vous voyez tout ça, je vous y réagir pendant le sujet, ça vous évoque des trucs, ça vous parle, ce qu'on vient de voir avec ce monsieur Malik. Tout à fait, c'est un air de famille, à croire qu'il y a des cours du soir. Je me retrouve totalement dans ce que dit ce monsieur, tant au niveau des menaces que des pressions. Enfin, le parcours du combattant qu'il a pu vivre ressemble étrangement au mien. Alors, vous êtes, je le dis, fonctionnaire. Au Conseil général des Hauts-de-Seine, vous occupiez de l'informatisation des lycées. Et à cette occasion-là, vous avez assez vite la conviction qu'on vous fait participer à un système de fausse facturation. Oui, assez vite. Oui, assez vite. Je vois qu'il y a quelque chose qui cloche et je vais alerter ma hiérarchie sur le fait que le seuil des marchés publics, qui était anciennement à 300 000 francs, est largement dépassé et que c'est le même prestataire qui se cache derrière toutes ces sociétés écrans. C'est pour qu'on comprenne bien, c'était un marché d'un volume assez important, mais comme au-dessus de 300 000 francs, il faut en principe faire des appels d'offres. En dessous, on peut le faire de gré à gré, si je puis dire. Chaque fois, c'était que des petits bouts de marché inférieurs à ce fameux montant de 300 000 francs, ce qui fait que il n'y avait jamais d'appel d'offres. C'est voilà. Un petit peu ça, et ça permet de traiter avec qui on veut. C'est le principe classique du saucissonnage qui fausse la concurrence. Pour échapper au contrôle et à la concurrence. Tout à Alors, fait. Votre dossier maintenant est en jugement au tribunal de Nanterre. Quand vous avez découvert ça, quand vous êtes ouvert auprès de votre hiérarchie, c'est passé quoi? On vous a aidé? On vous a dit ah bon? Ou alors il s'est passé des choses pas très agréables? Alors, écoutez, du jour au lendemain, mon travail n'est plus satisfaisant. On interdit à mes collègues de me parler. Les gens qui s'affichent avec moi dans les couloirs ou qui vont prendre un café s'exposent à des ennuis, par exemple des fins de contrat, un non-renouvellement de contrat. Vous étiez la pestiférée, le mouton noir. Il ne fallait pas vous parler, pas avoir de relation avec vous. Voilà, il l'écrit d'ailleurs, il le dit, mais dans certains documents qui ont été versés au dossier, il dit les allégations hautement fantaisistes de Madame Plotho, ce qui est une belle formule, mais en fait, il me prend pour une folle. Il dit partout que je suis une caractérielle, une hystérique, et qu'il faut me mettre à l'isolement, ce qu'il fait. Bon, et vous disiez qu'on vous a menacé de vous casser les bras, les jambes et le reste. Alors ça arrive. Oui, c'est ça. Ça arrive un petit peu plus tard. En 2007, je découvre fortuitement, alors que j'ai quitté le département, en me constituant partie civile, un mail épouvantable qui dit « J'ai déjà commandé les roumains pour Madame Plotho, seulement les genoux et les coudes. Pour la gueule, cela dépendra de mon humeur. Le tarif est arrêté, c'est pas très, vous allez voir, valorisant pour moi, 3 500 francs, que se propose de partager le principal prestataire qui a la confiance du département
et l'ingénieur qui coordonne les sociétés au sein du département, qui est salarié du Il y avait deux département. personnes. Il y avait le corrompu et celui qui corrompait. Et le corrupteur. Voilà. Qui s'associaient à 3500 francs de l'époque Chacun. pour demander à une bande de Roumains, entre guillemets, ça. de venir vous casser les jambes, vous casser les bras, éventuellement un petit peu la tête. Un petit peu la tête. Bon, tout ça, heureusement, vous l'avez découvert après. Heureusement, ils ne sont pas passés quand même à l'action. Vous n'avez pas été physiquement agressé. Mais quand vous dites non, je ne serai pas complice de cette fausse facturation-là, vous le dites en sachant ce que ça va entraîner pour vous, parce que c'est vous dites un calvaire qui va durer 14 ans. Pendant 14 ans, vous allez vous battre pour faire reconnaître votre vérité. Oui. Moi, je me dis, je vais faire mon devoir de fonctionnaire et de citoyenne, c'est-à-dire que je vais alerter ma hiérarchie. Et c'est vrai qu'assez naïvement, je pensais qu'une fois que ma hiérarchie serait prévenue, j'obtiendrai la protection fonctionnelle qui est due à tout fonctionnaire, c'est-à-dire qu'eux-mêmes me protégeraient de toute mesure de rétorsion, représailles, menaces, etc. Et puis que le relais serait pris par ma hiérarchie. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les avocats, etc. Voilà. Mais ma hiérarchie se retourne contre moi. Voilà, c'est l'inverse. Vous le referiez aujourd'hui? Je le referai parce que je pense qu'il faut dénoncer un système. À ce procès, il n'y a que le menu fretin. Vous comprenez bien que les principaux protagonistes ne sont pas présents au procès. Et vous n'avez pas eu peur pendant toutes ces années pour vous, pour votre famille, pour vos enfants Je n'ai pas arrêté d'avoir peur. On a menacé d'enlever mes enfants. J'ai été abonnée à des sites pornographiques. J'ai eu des dégradations sur mon véhicule. Et puis. Et ça n'en finissait pas. Voilà, tout ce qu'on peut faire pour ennuyer quelqu'un. Bon, et vous avez tenu bon malgré ça. Je précise donc que l'affaire est à l'audience en ce moment. Elle vient d'être. On attend le jugement qui est en délibéré au tribunal de Nanterre, puisque vous avez, au bout de 14 ans, si j'ai bien compris, par votre plainte ou celle de votre administration, obtenu que les principaux instigateurs, pas tous, mais en tout cas les principaux, soient poursuivis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence Ploto, d'être venu témoigner dans ce bar du Regina. Je vous en prie. On va aller voir maintenant une association que vous connaissez, puisque vous aviez fait appel à elle, qui s'appelle l'association Anticorps. Et c'est une association qui a été d'ailleurs co-créée par le juge Alphen, qu'on va retrouver sitôt après. C'est une association de citoyens qui se dresse contre ces corruptions-là, contre ces agissements-là, et qui essaie de les dénoncer partout où ils se produisent. C'est un reportage de Jean-Carl Lambert, d'Olivier Gardette et de Michael Bozo. T'as eu du neuf, toi, de ton côté? Quand il parle affaires, Éric Darc ne reste jamais longtemps au téléphone. Et puis, accessoirement, ça va affoler la meute. Il appelle toujours en numéro masqué. À partir du moment où je mets les pieds dans le plat, le maire il va commencer à craindre, quoi. Et il ne prononce jamais de nom propre. Depuis 15 ans qu'il traque la corruption dans le nord de la France, la méfiance est devenue une seconde nature. Où est-ce que vous nous emmenez là, monsieur Darc? Dans un endroit que je ne vous nommerai pas, mais que je vais vous montrer. C'est un endroit où j'entrepose des dossiers. C'est un des endroits où j'entrepose des dossiers. Donc, vous ne gardez pas ça chez vous? Non. J'ai pris cette habitude parce que je ne suis pas à l'abri d'un cambriolage. Vous pensez qu'on serait tenté de venir vous piquer des documents? On ne sait jamais. Alors, par contre, je vais vous demander d'arrêter de filmer. Quelque part dans l'agglomération lilloise, Éric Darc nous emmène dans l'une de ses 10 planques. Au fond de cet entrepôt, un ami lui a trouvé une cachette insoupçonnable. Un petit placard pour des gros dossiers qui pourraient gêner pas mal de gens dans la région. Il y a le grand stade qui embête beaucoup de monde, l'Ambersart qui embête un peu de monde. Chacun de ces documents est copié en 10 exemplaires et réparti dans 10 cachettes différentes. Dunkerque, c'est clos. L'os, ça c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. C'est de la corruption à chaque fois? Ah bah là, c'est des élus qui ont eu un trop perçu sur leurs indemnités. Éric Darc ne laisse rien passer aux élus du Nord. De petits arrangements en grosse magouille, les dossiers s'accumulent. Sur 85 communes de la communauté urbaine, j'en ai 77 sur lesquels j'ai des dossiers. Voilà. Cet incorruptible n'est pas seul dans son combat.
Aux quatre coins du pays, des citoyens ordinaires sont entrés en guerre contre le gaspillage de l'argent public. Sur la Côte d'Azur, Jean-Christophe Picard scrute les moindres décisions des élus. Permis de construire douteux, passe-droit, corruption, marché truqué. Ces hommes discrets montent des dossiers et n'hésitent pas à s'attaquer à plus fort qu'eux. Ils veulent mobiliser les Français pour une démocratie plus exigeante. Moi je crois qu'à Valoris comme ailleurs, il faut un contrôle citoyen. Rencontre avec ces empêcheurs de détourner en rond. Soir de match au Grand Stade de Lille, 8e de finale de la Coupe de la Ligue, le LOSC affronte Toulouse dans cette enceinte inaugurée il y a à peine 3 mois. Éric Darc découvre le stade pour la toute première fois, avec plaisir, mais son bonheur n'est pas total. Il est beau, il est un beau galet, ouais, il est bien. La seule chose qui m'ennuie, c'est qu'il coûte 108,5 millions de trop. Au départ, un autre projet avait été retenu. À peu près les mêmes prestations, mais 30% moins cher. Et puis, les élus de la communauté urbaine ont changé d'avis. Pour aller au match, les contribuables vont devoir payer 108 millions d'euros de plus. Un revirement suspect pour M. Darc. Et si le LOSC a gagné ce soir, lui pense qu'avec ce stade, tous les nordistes ont perdu. Il y a beaucoup de gens qui se résignent à dire les élus ont décidé, puis de toute façon on ne peut rien y faire. Ben, moi j'estime qu'on ne peut pas ne rien y faire. Et j'entends lutter. Je ne gagnerai peut-être pas, hein, mais en tout cas je vais me battre. Éric Darc soupçonne une affaire de corruption. Il a porté plainte. Une enquête préliminaire est en cours. Le lendemain, direction Paris. Le chevalier anticorruption a rendez-vous avec son avocat. Voilà bientôt 15 ans que ce conseiller fiscal consacre une bonne partie de son temps et de son argent à chasser corrompus et corrupteurs. Vous avez collusion en chaîne à Bruxelles, donc ils font allusion à John Dalli et à sa démission. Et vous avez Gaston Floss, dont on ne saluera jamais assez les exploits. 56 emplois fictifs, etc. Il a été condamné en première instance, il le sera très vraisemblablement en appel. On vous sent bien fâché, hein? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les politiques? Ils doivent montrer l'exemple, c'est eux qui montrent la voie aux autres. Ou en tout cas qui sont censés la montrer. Or aujourd'hui, c'est surtout faites ce que je dis, mais faites surtout pas ce que je fais. Parce que ce que je fais n'est pas beau à voir. Avec le temps, Éric Darc a appris à être patient. Les dossiers judiciaires s'étirent souvent sur de longues années. Ah oui. Bonjour maître. Dans l'affaire du Grand Stade, le Lillois a déposé plainte il y a déjà 6 mois. Et depuis, silence radio absolu, pas de nouvelles. En droit, c'est pas tout à fait comme ailleurs, pas de nouvelles, ça n'est pas toujours significatif de bonnes nouvelles. Éric Darc a porté plainte pour faux, car à la communauté urbaine de Lille, un premier rapport d'experts avait conclu en faveur d'un autre projet, Norpac. Mais brutalement, le jour du vote, les élus choisissent le projet Eiffage, et un deuxième rapport fait son apparition. Vous avez le rapport du 23 janvier, le rapport du 1er février. Alors, tout ce qui est surligné en orange change. C'est-à-dire, en fait, très très peu de choses. 4 lignes de modification sur 80 pages, mais surtout, bizarrement, les notes attribuées aux différents projets ont été changées. Norpac est rétrogradé, alors qu'Eiffage progresse et passe juste devant son concurrent. C'était Norpac qui était pressenti, et puis au dernier moment, c'est Eiffage qui sort du chapeau. Et donc ensuite, on écrit un rapport qui vient corroborer la décision politique qui a été prise. Et ces notes qui ont été changées nous coûtent 108,5 millions d'euros. C'est forcément une histoire de corruption? Alors, à 100%, on ne peut pas l'affirmer, en tout cas pour l'instant. Ça peut aussi être une incompétence crasse des politiques et des services techniques. Ça peut aussi s'expliquer par l'opération du Saint-Esprit ou par je ne sais quoi. Mais pour moi, ça a un fleur bon ou mauvais, j'en sais rien, la corruption dans ce dossier. Maintenant, la justice est là pour trancher et pour décider ce qu'il en est. La communauté urbaine de Lille réfute toute accusation de corruption. Le militant, lui, ne se fait pas d'illusions. Si procès il y a, ce ne sera pas avant plusieurs années. À l'autre bout de la France, à Nice, Jean-Christophe Picard partage les mêmes convictions que le nordiste. Comme lui, il appartient à l'association Anticorps,
lui aussi est un lanceur d'alerte contre la corruption. Sur la Côte d'Azur, selon lui, les malversations coûtent cher et tout le monde paye. L'argent a toujours été gaspillé, la ville de Nice a été régulièrement pillée et on a des retards criants un peu partout en termes d'infrastructures, en termes de services publics. C'est quand même assez paradoxal. Et quel rapport avec la corruption ? Parce que quand une ville est mal gérée, elle aura forcément des services publics de moins bonne qualité ou avec beaucoup de retard. Et voilà comment on arrive à Nice avec une seule rame de tram en 2012, la 5e ville de France. Jean-Christophe a rendez-vous à Valoris, sur les hauteurs du golfe d'Antibes. Le dossier du jour, un permis de construire douteux dénoncé par un militant local d'Anticor. Il retrouve cet agriculteur, Jean-Noël Falcou, devant le chantier de 2 villas en construction. Un chantier bien protégé. Elles sont quand même assez imposantes en termes de... Impressionnant. Puis là d'ici, vous voyez peut-être la piscine à débordement. On les voit bien là, Piscine à débordement, terrasse avec vue imprenable sur la Méditerranée, sur 2,5 hectares de terrain, voici ce qui intéresse tant les deux hommes. 2 petits palais appartenant au prince Bin Fahd, le neveu du roi d'Arabie Saoudite. Il a eu le permis de construire en 2007 et elles sont en construction, elles ont été mises en construction dans la foulée et là ça fait 1 an que les travaux sont suspendus à peu près. Il y a encore 5 ans, ce terrain était inconstructible. Mais l'émir a obtenu son déclassement et a pu bâtir ces 2 villas de 1000 mètres carrés chacune. Le gros œuvre à peine fini, elles sont déjà en vente pour plus de 50 millions d'euros. Ça me rend fou, ça me rend fou, mais ça énerve, enfin, j'espère que ça rend fou toute personne qui a connaissance de tels faits, quoi. Enfin, dès le moment où on est au courant de telles affaires, qu'il y a des puissants qui fraudent, qu'il y a des hautes personnalités qui fraudent, il est normal de déposer plainte, c'est une évidence. Y a-t-il eu un tour de passe-passe administratif pour réaliser une opération immobilière ultra rentable? C'est ce que soupçonnent les 2 militants. Qui c'est qui a fait ce plan en 2007? Le prince arabe a face à lui un agriculteur et un employé de mairie qui, avec le temps, sont devenus de vrais détectives. Ça, c'est le terrain de l'émir, ici, jusqu'en 2005, avant qu'il y ait la modification du plan local d'urbanisme. Et là, sur cette partie, on voit que cette partie-là, vous voyez, qui était en zone classée, boisée, protégée, on la passe en constructible. C'est là où sont les villas aujourd'hui? C'est là où sont les 2 villas aujourd'hui. Et 2,5 hectares qui n'étaient pas constructibles et qui le deviennent, ici sur la Côte d'Azur, c'est une plus-value incroyable, incroyable. L'association Anticor a porté plainte pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. Une enquête préliminaire est en cours. À la mairie de Valoris, on réfute en bloc ces accusations. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais, merci. Le terrain est devenu constructible suite à une décision de la commission des sites de la préfecture. Mais le maire pouvait s'opposer au projet. Il ne l'a pas fait et affirme que dans cette affaire, tout est parfaitement légal. Je peux vous dire que dans tous les pas que j'ai pu faire dans cette affaire, j'ai eu le contrôle de la légalité. Si la commission décide on peut construire sur 2,5 hectares, vous pourriez dire il n'y a pas d'intérêt pour la commune à rendre constructible ce terrain, je ne donne pas mon feu vert. Je pourrais, oui. Je pourrais dire aussi il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait un centre Leclerc. Je pourrais. Mais derrière, j'ai des jeunes chômeurs, moi, dans des quartiers sensibles. Je ne vois pas non plus l'intérêt de dire non pour le plaisir de dire non. Le maire souligne que dans la transaction, sa commune a pu racheter au prince saoudien 9 hectares de terrain, bientôt transformés en jardin public. À Valoris, la polémique prend de l'ampleur. L'équipe du maire distribue des tracts. De façon à ce que chacun soit parfaitement informé. Très bien. Juste devant la salle où Anticor organise une réunion débat sur la corruption. Parmi les intervenants, Jean-Noël Falcou et Jean-Christophe Picard. Bonjour à tous, bonjour messieurs, mesdames. Trafic d'influence, usage de faux, prise illégale d'intérêt. Les 200 personnes du public ont d'abord droit à un petit cours de lutte anticorruption. Sachez qu'un élu condamné à rembourser une commune, parce qu'il a piqué dans la caisse, on va dire les choses, eh bien, il peut bénéficier d'une remise gracieuse votée par le conseil municipal. C'est arrivé 2 fois à Nice. C'est assez étonnant, d'ailleurs, que vous êtes condamné, mais vos copains se réunissent en disant oh, c'est pas grave, garde tes millions. À vous entendre parler, je vois que ce fléau qu'est la corruption, il n'est pas sanctionnable. Parce que les procédures sont longues, monsieur le préfet ne réagit pas. On est dans un département très particulier
où la logique clientéliste est une logique courante d'un certain nombre des responsables politiques de notre département. Moi, je crois qu'à Valoris comme ailleurs, il faut un contrôle citoyen. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de combat impossible. Tant qu'il y aura des élections, madame, on pourra changer les personnes et donc on pourra changer les pratiques. Selon Jean-Christophe, les réunions anticorruption n'ont jamais eu autant de succès que depuis la crise. Un intérêt du public qui réconforte, car le plus souvent, face aux pressions et aux lenteurs de la justice, ces chevaliers anticorruption se sentent bien seuls. À Lille, quelques jours avant notre tournage, Éric Darc a bien failli tout plaquer, par lassitude. Une milanaise pour moi, direct. Lorsqu'il a des doutes, c'est son vieux copain Benoît, une figure de la vie locale, qui lui remonte le moral. Vous avez déjà pensé à acheter l'éponge? Ah oui, bien sûr, oui, plusieurs fois. Surtout la semaine dernière. C'est surtout lui le premier. Surtout. Et c'est moi qui trinque, hein, c'est moi qui trinque. C'est lui qui trinque, de toute façon. Quand il est énervé, mais je le connais. Pendant 3 jours, il dit je laisse tout tomber, et puis il revient, la preuve. Il est revenu. 2 à 3 fois par semaine, les deux hommes refont le monde. Un monde plus honnête, plus propre, On verra. un monde d'incorruptibles. Moi, je sais, je vous le dis, si je faisais une connerie, il me dénonce. C'est pas vrai, Eric? Même son copain de 10 ans. Et alors, il a raison. C'est à tel point qu'un commerçant ne peut pas m'offrir un café. Vous n'acceptez pas un café? Non. Et c'est une question de principe. Je n'accepte rien en réponse à ce que je fais. Pour être libre? Absolument. C'est-à-dire que moi, je peux dire merde à qui je veux. Une escalope milanaise, un vieux copain, Éric Darc est reparti pour un tour. Une nouvelle affaire vient à lui. Je vous donnerai aussi des pièces concernant des marchés. Cet homme lui remet un dossier sur une régie de transport en commun qui multiplierait les marchés truqués. Éric Darc va devoir vérifier toutes les pièces avant éventuellement de porter plainte. Dans le collimateur, une fois de plus, des élus qui risquent de lourdes amendes, Bientôt. voire des peines de prison. Voilà pour ce reportage de Jean-Carl Lambert et de Olivier Gardette. Et on est ici dans un lieu symbolique. On est dans ce billard près de la place de la Nation avec vous, Eric Alphen. Alors, on vous connaît comme juge d'instruction de l'affaire des HLM de Paris et des Hauts-de-Seine. On va en parler. Mais vous êtes aussi le fondateur de le cofondateur de cette association Anticor. Anticor, c'est vous? Voilà, c'est moi notamment. C'est-à-dire qu'en 2002, en réaction au fait que Jean-Marie Le Pen était au 2e tour, et parmi les raisons qui faisaient que les gens disaient avoir voté pour lui, il y avait l'honnêteté en politique. On a décidé de ne pas laisser ce discours à un parti en plus extrémiste et de créer notre association. Donc on vient de fêter nos 10 ans. Donc 10 ans à traquer la corruption, 10 ans à chercher partout ce qui n'allait pas. On voit ces personnages, hein, on les sent investis, plus qu'investis dans cette mission-là. Ça a presque un côté un peu maniaque quelquefois, Alors, un peu obsessionnel. Je ne sais pas si Éric Darc et Jean-Christophe Picard sont maniaques, mais toujours est-il qu'on a besoin de gens comme ça qui vont chercher, qui vont soulever les dossiers, voir ce qu'il y a en dessous, tout simplement parce que la corruption, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui vicie la démocratie. La démocratie, c'est on met le bulletin dans l'urne, on fait confiance à quelqu'un qu'on élit, et après on espère qu'il va s'occuper de l'intérêt général. Or, au lieu de s'occuper de cet intérêt-là, eh ben, il est le jeu d'intérêts particuliers. Donc c'est un poison. C'est un poison pour toute la démocratie en général. Bon, mais est-ce que ça va si mal que ça? Parce que je regardais les chiffres justement des condamnations pour corruption ou d'autres faits qui s'y rapportent. En 2010, par exemple, en France, ces chiffres-là, ils sont assez modestes. La corruption, c'est 44 cas de condamnation. Le favoritisme, 21. Le trafic d'influence, 19. Ça va pas si mal. Mais ça, c'est les procédures judiciaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas de corruption qui échappent aux mailles du filet. Et malheureusement, je suis bien placé pour savoir que quand la justice essaye de s'intéresser aux élus, ben, le plus souvent, elle fait chou blanc. Ça aboutit soit à une absence totale d'enquête, soit à des décisions qui ne sont même pas symboliques. Vous avez enquêté sur l'affaire des Hauts-de-Seine et de Paris surtout. Et de Paris, des HLM. Voilà. Ça a été une grosse histoire, on a parlé beaucoup, etc. Vous avez été vous-même l'objet de manipulation, d'intimidation, de manœuvres pour vous faire lâcher prise sur le dossier? Bah, c'est sûr que quand on voit qu'on a affaire à un juge qui essaie de faire son métier comme je me vante d'avoir essayé de le faire,
On essaye de l'intimider. Alors j'ai eu des écoutes téléphoniques, des filatures, des petits mots sur mon pare-brise disant alors comment c'était le match au Parc des Princes samedi dernier avec votre fils. Histoire de montrer qu'on vous suivait bien partout. Bien on sûr, savait toujours ce que vous faisiez. au téléphone, vous entendez un troisième interlocuteur qui vous parle. C'est pas un bruit de fond, c'est quelqu'un qui vous répond au téléphone. Qui se mêle de votre conversation. Absolument. Et puis, monsieur personne, comme absolument. Ça, qui vous parle, alors, on ne sait jamais si c'est pour vous intimider ou pour vous prévenir. On ne sait pas si c'est un ami ou un ennemi. Mais du coup, c'est vrai que quand la justice essaye de faire son travail, on lui met tout pour essayer de l'empêcher d'aller au bout, que ce soit des moyens judiciaires ou juridiques, ou des moyens que j'ai appelés, moi, dans mon livre 7 ans de solitude, les coups tordus. Bon, les coups tordus, c'est ce livre-là, hein, c'est 7 ans de solitude. Vous dites, la justice ne peut pas vraiment faire son boulot. On vient d'avoir justement la commission, effectivement, Lionel Jospin, sur la moralisation de la vie publique, qui parle beaucoup des conflits d'intérêts. Hein, c'est un des points importants de ses préconisations, on va dire. On a besoin de grosses réformes lourdes pour essayer de moraliser notre vie publique. Le rapport Jospin va évidemment dans le bon sens. Après, on va voir s'il y aura des suites, ce qui n'est pas entièrement certain. Mais il y a quelque chose qui est totalement oublié, c'est le fait de limiter dans le temps les mandats politiques. Quand on a quelqu'un qui est maire depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, comme ça se passe souvent dans le nord ou dans le sud de la France, forcément, la pression à laquelle on est le plus facilement sensible, c'est la pression de l'amitié. Elle joue un rôle dans l'attribution des marchés, des permis de construire. Et c'est pour ça que c'est un des grands oublis de la commission Jospin, c'est le fait de limiter les mandats dans le temps. Et deuxième chose, on parlait de la justice tout à l'heure, mais ce que nous, on prône depuis longtemps à Anticor, c'est l'inéligibilité à vie des hommes et des femmes politiques condamnés pour infraction financière. Pour nous, c'est absolument vital. C'est-à-dire que quand un policier est pris pour corruption, non seulement il est condamné par le tribunal, mais en plus il est révoqué par son administration. Or, l'élu, lui, les rares fois où il est condamné, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est rare que les hommes politiques soient condamnés par la justice, mais après, il se représente normalement, il est à nouveau candidat à des postes, alors que finalement, il a vicié la confiance du citoyen. C'est absolument anormal et on considère, nous, qu'il y a suffisamment de bonne volonté pour laisser la chance à des gens honnêtes et non pas renouveler l'absence de confiance dans des gens malhonnêtes. Des mandats moins longs et plus de sévérité quand les gens effectivement font des faux pas. Absolument. Maintenant, vous faites des polars. Le dernier en date, c'est Eric Alphen, La piste du temps. Beau polar. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vous a coûté, cette histoire, dans votre carrière de juge? Et comment on sort de ce genre de machine à broyer médiatique et politique quand on est juge d'instruction? Non, ça n'a pas été toujours facile au moment où ça s'est passé, parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, avec interférence entre la vie professionnelle et la vie personnelle, donc c'était un petit peu dur à gérer. Je pense avoir surmonté tout ça, et puis maintenant, voilà, je viens dans les billards à la Nation. Merci en tout cas, merci d'être venu dans cette salle de billard de la Nation pour nous parler de ces affaires-là, de corruption, des élus et de ce que vous proposez, vous, en termes de réforme dans votre association Anticor. Voilà, merci aux autres lieux qui nous ont accueillis, l'hôtel Regina, le billard Clichy-Montmartre, pardon. Merci donc à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Michel Fine, Joël Bruandet, Thomas Auro à la rédaction en chef, que ce soit Macha Fogel au plateau, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que dans une semaine, on parlera de cet islam qui a tendance à diviser, qui fait polémique, et de la façon dont il est perçu et dont on va dire qu'il s'assimile, mais il se noie dans la société française ou pas. Voilà, la soirée n'est pas finie. Je vous laisse bien sûr avec grand public, Aïda Touiri. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.